À quoi ressemblera l'école du futur? Pour le savoir, j'ai posé la question à mon ami Philippe Devost, directeur général de l'EPITA, qui vient de publier Deux mémoires vives, une histoire de l'aventure numérique. Sorti aux éditions Point de Bascule il y a quelques mois, son livre est préfacé par Cédric Villani. Il y parle du futur de l'éducation et de la place du digital dans les programmes. Un tirage à part de 42 exemplaires numérotés, certifiés par NFT et même accessible ici. Le produit de la vente en sera reversé à des associations de l'EPITA travaillant au service des plus démunis autour du site de l'école au Kremlin-Bicêtre. Lors de cette interview, nous avons notamment balayé les différents impacts de la technologie, sans oublier le fameux métaverse, dont Philippe pense qu'il est encore du domaine du fantasme. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour, je suis Yann Gorenek, bienvenue dans les podcasts de Visionary Marketing. Le sujet du jour, l'école du futur décrite par un pionnier de l'Internet avec Philippe Devost, directeur général de l'EPITA. Le numérique n'a aucun secret pour Philippe. Co-fondateur de Wanadu, il connaît tous les recoins de la technologie pour avoir longuement exercé dans ce domaine. Nous nous croisons régulièrement depuis plus de 20 ans et c'est toujours avec intérêt et aussi beaucoup d'admiration. Je suis le parcours de Philippe depuis ses temps préhistoriques. Une carrière véritablement impressionnante, il suffit de jeter un œil sur son profil LinkedIn pour s'en rendre compte. Depuis octobre 2021, il est directeur général de l'EPITA, la grande école d'ingénieurs bien connue, et il a sorti un livre dans la foulée. Je l'ai donc contacté pour témoigner sur ce nouvel ouvrage et, avec sa gentillesse habituelle, il a accepté de passer dans nos locaux pour enregistrer ce podcast. Si selon Philippe, nous ne sommes plus dans une révolution numérique qui est derrière nous, c'est l'ensemble des conséquences de cette révolution que nous sommes plus ou moins préparés à gérer et à mettre en place. La plupart des métiers qui seront pratiqués dans 15 ans restent encore à inventer, nous dit-il. En revanche, le socle sur lequel il repose est déjà là. Alors, comment allons-nous réinventer l'école qui y préparera? Je laisse Philippe répondre à cette question. Eh bien, je suis avec Philippe Devost. Bonjour Philippe, merci d'être venu nous rendre visite chez Visionary Marketing. Et tu es désormais, on se connaît depuis de nombreuses années déjà, mais maintenant tu es directeur général de l'EPITA, c'est impressionnant. C'est une grande école. Bravo pour cette nomination. Et puis surtout, tu as écrit un livre qui s'appelle Deux mémoires vives et qui est sorti aux éditions Point de Bascule il y a quelques semaines. C'est tout frais. Et tu viens de nous parler de ce livre et aussi du futur de l'éducation et de la place du digital dans l'éducation et de l'éducation dans les métiers du digital. Alors, j'ai vu qu'il y avait un NFT sur le livre. Comment ça fonctionne? Ah, alors ça fait partie de la magie de cette école, dans laquelle je suis très impressionné, surtout moi, d'être arrivé et d'une certaine manière d'être retourné à l'école. Le NFT, c'est tout bête et ça dit quelque chose d'assez juste sur le mode de fonctionnement de l'école et sur l'énergie des étudiantes et des étudiants qu'on y croise. Ce projet de NFT, il est venu un soir, fin de journée, je sortais dans la cour et il y a des étudiants qui sont venus me voir en me disant on a cru comprendre que vous vous intéressiez un peu au sujet de crypto, qu'est-ce que vous en pensez? On est plusieurs à travailler sur des projets différents, il y en a qui font du trading de crypto-monnaie, il y en a qui font des NFT, etc. Et dans le fil de la discussion qui a duré 5 minutes, à un moment je leur ai dit mais vous savez, je suis en train de sortir un bouquin et dans l'édition traditionnelle, il y a toujours ce qu'on appelle un tirage de tête. C'est le truc que vous retrouvez en début de livre. Il a été tiré de cet ouvrage, 100 exemplaires numérotés de 1 à 100 sur papier vélin de 120 grammes, etc., etc. Et là, je leur dis, mais à cause de la conversation qu'on venait d'avoir, je leur dis, mais est-ce que vous croyez qu'on pourrait faire un équivalent digital de ça en utilisant des NFT? Et tout de suite, il y en a 3 qui m'ont répondu ah oui, c'est une super idée, ça se regarde. Et là, je leur ai posé les 2 questions qu'il faut toujours poser à un étudiant à l'EPITA, c'est 1, est-ce que vous en êtes capable?
Et ça, en général, le fait de leur poser un défi, ça les stimule. Et deux, est-ce que vous en avez envie? Parce qu'en général, s'ils vous répondent non à l'une des deux questions, c'est pas la peine de poursuivre. Et là, en l'occurrence, y a un petit groupe d'élèves qui étaient à la fois motivés par le défi à relever et puis intéressés par le projet. Et donc, ça va sortir dans les jours qui viennent. Donc, dans les jours qui viennent, sur le site epi.to, vous allez trouver l'accès à 42 NFT que vous pourrez acquérir et dont le produit de la vente sera reversé à des associations de l'EPITA qui travaillent au service des plus démunis autour du principal site de l'école au Kremlin-Bicêtre. Très bien. Comme ça, on sait comment acheter le bouquin de façon numérique. Alors, cette révolution numérique dont tu parles à la page 15, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Tu nous as dit, tu écris dans ce livre, la révolution numérique est achevée, la transition est derrière nous. Alors ça m'a étonné un peu, parce que quand on va chez les clients, on n'a pas l'impression que ce soit vraiment terminé. Alors, je pense qu'il y a deux niveaux d'interprétation. Le premier, c'est juste un constat qui remonte il y a plus d'une dizaine d'années qu'on entend en permanence parler de révolution numérique, de la révolution numérique, du fait qu'on est dans la révolution numérique. Or, une révolution, c'est ce qui sépare un avant et un après. C'est un point de bascule entre une situation antérieure et une nouvelle organisation de la société, de son mode de fonctionnement, du mode d'autodétermination de certains peuples, etc., etc. Donc, une révolution, ça a un avant et un après. Ça peut pas être quelque chose de continu. Même si le fruit de cette révolution numérique est un changement continu, et ça on pourrait y revenir parce que ça a un enjeu sur la formation qui est complètement déterminant. Moi de mon point de vue, ce que je souhaitais mettre en tension et ce sur quoi je souhaitais que les lecteurs et mes interlocuteurs s'interrogent, c'est beaucoup plus sur l'après. Et c'est-à-dire ce qui est devant nous, ça n'est plus la révolution numérique, ça c'est l'ensemble de ses conséquences qu'on est plus ou moins préparé à gérer et à mettre en place, et c'est notamment ce qu'on lit assez régulièrement sur le fait que la plupart des métiers dans 15 ans restent encore à inventer. En revanche, le socle sur lequel il repose, ma conviction, c'est qu'il est déjà là. Et le point de bascule, si on veut le dater, pour moi il est assez simple. Il est autour de 2007, parce que c'est en 2007 qu'on voit apparaître une puissance, une puissance de calcul suffisamment surabondante pour qu'on puisse à peu près tout faire avec, y compris dans des très petits objets qui tiennent dans une poche, dans la poche de chacun de tes auditeurs. Il y a la puissance de calcul de plusieurs supercalculateurs que le CEA utilisait dans les années 90 pour faire de la simulation nucléaire. Alors que cette puissance soit utilisée à faire des choses très complexes ou au contraire à déplacer des carrés rouges et bleus quand on joue dans le métro, ça c'est un autre sujet, mais cette puissance elle est surabondante et elle est largement suffisante. Ça c'est la première chose. Le deuxième facteur, ça a été l'avènement d'une connectivité quasi universelle, surabondante dans la plupart des pays, y compris en Afrique. Puisque c'est le mobile banking en Afrique émerge parce que les Africains sont passés immédiatement de rien du tout à l'internet mobile et ont pu conduire des transactions depuis un simple téléphone. Donc vous avez la puissance de traitement, vous avez la puissance et l'efficacité des réseaux. Et la troisième raison pour laquelle j'affirme que cette révolution est achevée, c'est que cette puissance, dès 2007, se concentre extrêmement rapidement dans les mains d'un tout petit nombre d'acteurs, sur lesquels on reviendra éventuellement, mais qui du coup change la donne parce que le monde, d'une certaine manière, est moins ouvert qu'il ne l'a été dès les débuts d'Internet sur le plan industriel. Ça ne veut pas dire qu'il ne reste pas ouvert, mais que les règles du jeu là aussi ont changé et de mon point de vue ont changé de manière relativement définitive. Effectivement, c'est un sujet que tu traites longuement dans le livre. Les esprits chagrins diraient peut-être qu'une révolution, c'est peut-être aussi un retour à la case départ, un peu comme la Terre qui tourne sur elle-même. Alors, je suis pas sûr que ça soit pertinent dans ce cas précis, dans la mesure où l'avant et l'après sont clairement datables, y compris sur le plan culturel, puisque aujourd'hui, quand on commence à échanger avec des jeunes ou des adolescents qui sont nés avec quasiment un smartphone dans les mains, on commence à voir apparaître des questions étonnantes du type ok, je comprends que le smartphone existe à partir de 2007 et qu'il n'y avait pas ça avant, ok, je comprends qu'il y a eu une époque où il n'y avait pas de PC, mais dans ce cas-là,
comment est-ce qu'on faisait pour se connecter à Internet ? Et on voit très bien que l'ensemble des moyens dans lesquels baigne, des moyens technologiques dans lesquels baigne la jeune génération, d'une certaine manière, est un acquis, c'est un donné, c'est une donnée, c'est une évidence. Et le chemin qui a conduit jusque-là leur est totalement inconnu, parce qu'ils sont immédiatement dans l'usage, ils sont immédiatement à la surface. Et j'emploie le terme de surface volontairement, puisque l'ensemble des interactions aujourd'hui, en tout cas la grande majorité des interactions aujourd'hui que nous avons à travers les technologies numériques, se font par l'intermédiation d'un écran qui est à la fois une vitre, qui est à la fois un cache, et qui est ce qui nous sépare et nous relie en même temps au reste du monde. Et alors, justement, dans ton livre et dans tes différentes interventions, tu insistes beaucoup là-dessus, c'est finalement ce manque de perspective historique et qui est pourtant important et qui a d'ailleurs justifié ton retour à l'école. Il me semble que c'est fondamental dans la mesure où si la révolution digitale est achevée et si ce que nous avons maintenant à entreprendre, c'est l'emploi, l'agencement de tous les outils dont on a hérité, encore faut-il qu'on comprenne à quelle fin on les met en œuvre. Et le seul moyen de le comprendre, c'est d'avoir un minimum de recul sur pourquoi ces outils ont été faits et sont comme ils sont. Et de la même manière que il y a un siècle, le bagage de tout honnête homme ou de toute honnête femme se résumait parfois en fin d'école par ce qu'on appelait les humanités. C'était le bagage avec lequel vous étiez capable de vous débrouiller dans la vie, quelles que soient les circonstances, parce que vous aviez acquis, grâce à ce bagage et à cette formation, les bons réflexes, les bons outils d'analyse, le bon degré d'analyse critique, et que vous étiez capable de commencer à demander pourquoi, ou à vous demander pourquoi, et donc à comprendre comment s'insérer ce que vous faisiez dans un ensemble plus vaste. Moi, quand j'ai commencé à écrire ce livre, je me suis aperçu qu'il existait des monographies extrêmement complètes de l'histoire des protocoles de communication de réseau de 1970 à nos jours. Il existait des monographies très complètes de l'histoire du silicium ou de l'histoire de la Silicon Valley, mais qu'en revanche, il y avait très peu de tableaux synoptiques qui revisitent ces 30 dernières années par grande période, en éclairant à chaque fois un sujet, un enjeu, avec toujours cette question sous-jacente qui est comment est-ce qu'on en est arrivé là, ou pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. Et d'ailleurs, le pourquoi, il peut s'écrire soit pourquoi, soit pourquoi. Et les jeux d'acteurs qui sont à l'œuvre dans la construction de ce que nous avons aujourd'hui sont intéressants à décoder parce que ils montrent notamment les enjeux géopolitiques auxquels on est plus que confronté aujourd'hui. Je vous rappelle que une demi-heure après l'entrée des troupes russes en Ukraine, commençait le piratage du satellite Viasat, par lequel le fournisseur d'accès Internet Nordnet fournit de l'accès Internet par satellite à un certain nombre de commerçants, de PME françaises dans des zones reculées du territoire, qui se sont retrouvés sans accès Internet et on a mis quelques jours à comprendre ce qui se passait et ça a mis quelques jours supplémentaires à sortir sur la place publique. Le simple fait la cyberguerre, ça n'est pas uniquement le fait de quelques joyeux pirates financés plus ou moins par des mafias, ça fait partie on ne comprend la cyberguerre que si on a un début d'idée de ce qu'on manipule et de pourquoi on le manipule et de ce qu'il est possible de faire avec ces technologies. D'accord. On reviendra aux humanités dans quelques instants. Pardon, je ferai une coupure. Mais en attendant, on va revenir à la paix et à cette révolution numérique qui est achevée, parce que finalement, il y a peut-être un domaine où elle n'est pas complètement achevée, c'est peut-être l'éducation elle-même, puisque tu répètes plusieurs fois que l'école n'a pas évolué depuis Jules Ferry. Ça fait quand même très longtemps. Comment tu expliques ça ? Alors, il y a plusieurs interprétations possibles. Il y a l'interprétation classique qui est que l'école, c'est pas uniquement un corpus de professeurs, c'est aussi toute une machinerie administrative et qui, comme toutes les machineries administratives, a sa propre inertie. Ça, c'est un premier sujet. Il y a un sujet, je dirais, d'ordre culturel, puisque les habitudes qu'on prend, et notamment les habitudes collectives, et encore plus les habitudes institutionnelles, elles se déforment pas aussi vite que les besoins individuels. Et puis surtout,
l'école de Jules Ferry, on ne la comprend que si on se souvient qu'elle prend sa place dans un contexte très particulier, qui est la nécessité de former de manière la plus homogène possible des classes d'âge entières à un avenir professionnel qui à l'époque est celui de l'industrie, qui est défini par quelques grands paramètres, par quelques grands types d'enseignement. Et donc l'école de Jules Ferry, elle répond à un besoin implicite qui est, encore une fois, de former des bataillons d'élèves qui iront travailler dans le monde tel qu'on le connaissait à l'époque, qui était, encore une fois, défini par l'industrie, la révolution industrielle. On ne peut jamais dissocier complètement, de mon point de vue, un système d'enseignement de la révolution précisément dans lequel il se situe. Jules Ferry, c'est la réponse à la révolution industrielle. Et donc toute la question qui est devant nous, c'est quelle est la réponse la plus adaptée à la révolution numérique. Et on voit très bien, ça je reviendrai pas dessus parce que ça a été commenté maintes fois, mais l'accélérateur formidable qui a été heureusement et malheureusement la pandémie dont j'espère que nous sortons, qui subitement a fait basculer, justement a fait sauter le verrou culturel et permis d'envisager, parce qu'on n'avait pas d'autre choix, d'utiliser ces technologies pour déployer l'enseignement à distance, déployer la pédagogie à distance, et donc faire basculer l'école dans un modèle qui est beaucoup plus individualisé, qui est beaucoup plus en faveur de l'accompagnement que de la... Parce que l'école de Jules Ferry, c'est aussi un modèle dans lequel il y a un prof devant 30 élèves, dans un lieu défini qui est une classe, dans lequel se trouve un tableau, et dans lequel l'enseignement est dispensé dans ce qu'on appellerait en mauvais anglais en top-down, et c'est le même enseignement qui est dispensé à tous les élèves qui sont évalués sur les mêmes critères à la fin. Mais pourtant, depuis des années, pour avoir introduit moi-même la webconférence chez France Télécom à l'époque, il y a 20 ans, ce sont des outils qui sont vieux, qui sont même industriels depuis de nombreuses années. Pourquoi si peu d'innovation dans le domaine éducatif depuis si longtemps ? Parce que ça n'est pas qu'une question d'outils. Tu peux concevoir une salle de classe en béton, en plexiglas, en bois ou en préfabriqué, tant que tu restes dans le modèle où il y a un prof qui a été formé à dispenser un savoir à un groupe de 30 à 45 élèves, mais dans toujours les mêmes conditions, c'est ta barrière culturelle qui reste. Faire de la pédagogie à distance, ça n'est pas du tout... ça ne se restreint pas du tout à une question simple d'outils. C'est aussi une question de formation des profs, c'est une question de projet pédagogique, c'est une question de modalité d'accompagnement. Et là, encore une fois, on n'a pas attendu à l'EPITA la pandémie et le coronavirus pour mettre en place une pédagogie complètement différente, qui d'ailleurs est à l'œuvre quasiment depuis la fondation de l'école en 84. Donc, de la même manière que tu faisais la webconférence il y a quelques dizaines d'années, de la même manière, la pédagogie par projet, la pédagogie active à l'EPITA était en place dès sa fondation. D'accord. Alors, justement, parlons de cela. Qu'est-ce qui est, puisque vous êtes pionnier, qu'est-ce qui a évolué dans cette pédagogie à l'EPITA et qui devrait évoluer aussi dans d'autres écoles, et quelle est la place de la technologie là-dedans? Alors, dans le cas d'espèce de l'EPITA, je suis pas certain que ça se transpose à toutes les écoles, puisque ce qui fait la particularité de l'EPITA, c'est que la matière qu'elle enseigne est très proche des outils qu'elle utilise pour enseigner cette matière. Ça, c'est un premier fait. Je ne suis pas certain que ça soit adapté à toutes les écoles. Quand je parle de la matière qu'elle enseigne, je parle non seulement du fait que on enseigne ce que j'appelle en mauvais anglais les computer sciences, parce que la traduction française de computer sciences, qui est le vocable anglo-saxon consacré, n'existe pas, en tout cas est très imparfaite. Quand on parle d'informatique, on parle d'un sous-segment du sujet. Quand on parle de digital, on parle de la surface du sujet, et on ne décrit pas le sujet de manière complète. Mais donc il y a déjà la matière qui sont les computer sciences, qui est précisément la matière dont on fait les outils qui servent à enseigner la matière. Il y a une espèce de boucle. Mais d'autre part, c'est une matière qui, comme on le voit à la fois dans le livre que j'ai écrit, puis dans l'expérience que tu as du sujet, c'est une matière qui se déforme très vite. On n'utiliserait pas du tout les mêmes outils pédagogiques si nous étions une école d'histoire médiévale ou d'histoire de l'art médiéval, qui est une matière qui est passionnante, qui est très profonde, mais dont le contenu se déforme beaucoup moins rapidement
Alors qu'il faut bien imaginer qu'à l'école, les étudiants qui rentrent cette année en cycle ingénieur ne vont pas du tout avoir le même programme et la même expérience que ceux qui les ont précédés il y a 5 ans. Parce qu'il y a des sujets qui ont émergé, il y a des technologies qui ont émergé, il y en a d'autres qui ont régressé. En revanche, les fondamentaux restent et c'est sur ces fondamentaux on est resté fidèle à nous-mêmes. Est-ce que c'est la fonction qui crée l'organe ou l'organe qui crée la fonction? Est-ce que la technologie fait évoluer l'éducation ou est-ce que c'est l'éducation qui fait évoluer la technologie? Je pense qu'encore une fois, au cas d'espèce de l'école et de ce qu'on y enseigne, c'est la technologie qui fait évoluer l'éducation. Elle ne fait pas évoluer toute l'éducation, puisqu'encore une fois, il y a des principes qui ont été posés dès le départ et qui restent aujourd'hui parfaitement valables et parfaitement d'actualité. Plus que l'éducation qui fait évoluer la technologie. Cela étant, l'éducation et les méthodes pédagogiques qui sont en place à l'école, qui reposent notamment sur, encore une fois, la réalisation d'un très grand nombre de projets, et ces projets, il faut arriver à les évaluer. Il faut arriver à les faire réaliser en mettant à armes égales, entre guillemets, tous les étudiants qui déroulent ces projets. Et évaluer des projets de développement logiciel, c'est être capable d'évaluer la progression dans la rédaction puisque ce qu'on produit quand on réalise des projets de développement logiciel, on produit du code. Le code, il est écrit dans différents langages, en tout cas c'est du langage. Et donc si on est capable d'évaluer la qualité de cette écriture, d'évaluer son efficience, c'est-à-dire le fait de savoir si ça compile ou si ça compile pas, de savoir évaluer son efficience au sens, est-ce que ce qui a été, est-ce que au-delà de compiler, ça s'exécute, et est-ce que ça s'exécute dans des conditions de performance correctes. Si on fait ça à très large échelle, le fait de disposer d'une infrastructure capable d'évaluer cela de manière extrêmement performante devient un atout. Surtout lorsqu'on est déployé sur 5 sites, puisqu'on est présent au-delà du Kremlin-Bicêtre, à Toulouse, à Lyon, à Rennes et à Strasbourg. Et donc pour faire ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous disposons à l'école et on a mis en place, et ça c'était bien avant que je n'arrive, puisque je ne suis là que depuis quelques mois, on a mis en place toute une infrastructure pédagogique, et les deux mots sont pas dissociables. C'est une infrastructure informatique, mais qui est complètement construite, orientée autour de la pédagogie, et qui permet précisément de dérouler des mini-projets, de faire leur piscine, la fameuse piscine, aux étudiants, en étant capable d'évaluer en temps réel leur progression dans les exercices qu'on leur donne, et ce, sur des centaines de sessions simultanées. Il y a très peu d'écoles dans le monde qui disposent d'une infrastructure à cette échelle-là, capable de déployer des environnements identiques, de déployer sur ces environnements les exercices et les mini-projets qu'il faut exécuter, et capable de les corriger et de les évaluer en temps réel. Alors, on pourrait se dire, oui d'accord, mais dans ces cas-là, où est l'humain? Eh ben, l'humain, il est précisément au cœur de cette pédagogie depuis le début, puisque au lieu d'avoir des profs qui dispensent un savoir magistral identique à tous les étudiants, non seulement on les forme à travers les projets qu'ils réalisent, on leur propose des capsules d'enseignement vidéo qui sont capables de revoir autant qu'ils en ont besoin pour compléter les fondamentaux qui leur manquent quand ils réalisent leur projet et qu'ils butent sur quelque chose. Et puis surtout, on a ces assistants, les fameux AQ. AQ, c'est l'acronyme de Assistant C Unix. On est depuis le début, on continue depuis le début à se concentrer sur les fondamentaux qui vont permettre de faire un vrai computer scientist, c'est-à-dire quelqu'un qui soit capable de se débrouiller dans toutes circonstances. Et donc ces AQ, ils sont là en accompagnement des étudiants qui butent sur un problème. Lorsqu'ils font leur piscine en début de rentrée de cycle ingénieur, ils sont en salle machine. Ils sont des centaines en salle machine, et à chaque fois qu'un étudiant est bloqué sur quelque chose, il lève la main, et il y a un des assistants qui s'approche de lui, qui va regarder exactement là où il est bloqué, et qui va lui donner les clés qui permettent de déverrouiller là où il est bloqué. Il va absolument pas lui enseigner quelque chose, il va lui montrer, il va le perfectionner. D'une certaine manière, il va lui prendre la main et l'aider à mettre l'outil dans la bonne position pour qu'il puisse continuer à faire son travail. Il apporte l'enseignement au moment où il en a besoin, au moment où il a le problème. D'ailleurs, on remarquera, on y reviendra tout à l'heure, mais que la fameuse piscine est une invention de l'EPITA et non pas d'une autre école bien connue. Non, mais c'est une invention de l'EPITA qui pour à mon avis, pour le plus grand bien de tous,
a évolué, a été reprise par d'autres écoles, ce qui démontre bien que la pédagogie active et par projet qui avait été imaginée par le fondateur de l'EPITA en 84 était non seulement une idée et une vision révolutionnaire, mais que c'est une idée et une vision qui durent. Ok. Alors, tu parlais aussi des capsules vidéo. Il y a quelque chose qui m'a interpellé aussi il y a quelques années. On nous a annoncé les MOOC, Massive Open Online Courses, et on nous a dit, voilà, c'est ça qui va révolutionner l'éducation. Finalement, peut-être pas vraiment. Quelle est ton opinion là-dessus ? C'est difficile d'avoir une opinion tranchée ou binaire sur le sujet, parce qu'encore une fois, la réponse à la question est très dépendante du contexte. Ce qu'on commence à voir avec l'expérience de la pandémie, c'est plusieurs choses. Un, le fait d'avoir des capsules relativement courtes sur des sujets relativement précis et pointus, avec une très bonne qualité à la fois d'enregistrement mais pédagogique, ce qui n'est pas évident. Parce que un prof qui enseigne dans une salle de classe devant 30 élèves n'a pas le même, ne mobilise pas le même type de savoir-faire pédagogique que quelqu'un qui enregistre une vidéo très courte sur un sujet très pointu, sachant que cette vidéo, elle a vocation à être non pas uniquement vue, mais revue. L'idée, c'est qu'elle soit capable d'éclairer et de débloquer et de faire comprendre des concepts fondamentaux à des étudiantes et à des étudiants, pour certains qui la regarderont qu'une fois, et pour d'autres qui vont avoir besoin de la reprendre à plusieurs reprises. Donc le fait que l'enseignement soit asynchrone et que vous puissiez revenir dessus, ça c'est une dimension qui est fondamentale. Après, on s'est aperçu d'un certain nombre d'autres choses. Dans certains cas, parce qu'on n'avait pas le choix, le fait de permettre à des étudiants de suivre leurs cours en distanciel depuis chez eux, ça a permis de leur faire suivre des cours que sinon ils n'auraient pas suivi du tout. Donc plutôt que de s'arrêter, ça a permis de maintenir une continuité dans le fonctionnement de l'école. Après, on s'est aperçu également que quand des étudiants sont chacun chez eux en train de suivre des cours, certes, l'asynchrone leur permet d'apprendre au moment où ils en ont la possibilité, où ils en ont envie, ils en ont besoin, mais en revanche, on perd le lien social qui est indispensable à l'apprentissage. Et c'est pour cela que le fait de maintenir, notamment dans les projets et dans la piscine, une proximité et une présence physique de toutes et de tous est indispensable. L'école n'a jamais fermé de ce point de vue-là. Elle n'a jamais fermé. Et voilà. Et on est en train d'apprendre et de régler le curseur entre ce qu'il est efficace de proposer et de déployer à distance depuis un enseignement central de très bonne qualité, puisque du coup, plutôt que d'avoir un prof sur chaque site pour certaines matières ou pour certains contenus, vous pouvez à ce moment-là avoir le spécialiste ou le meilleur pédagogue dans le domaine qui vous réalise une série de capsules vidéo sur le sujet qu'il maîtrise. Mais ça ne fait qu'une partie du chemin. Le reste étant encore une fois la capacité d'accompagner ce qu'on appelle la remédiation, dans notre vocabulaire d'infrastructure pédagogique, c'est d'accompagner des groupes d'étudiants à leur rythme, mais tout en gardant le rythme. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que le choix qu'on a fait en ouvrant l'école sur plusieurs sites a été un choix radical et qui maintenait une exigence forte, qui est que l'EPITA aujourd'hui, c'est une école, 5 sites et un seul diplôme. Que vous soyez passé par Toulouse, par Strasbourg ou par le Kremlin-Bicêtre ou par Villejuif pour la prépa, à la fin de votre parcours d'ingénieur, vous recevrez le diplôme de l'EPITA et toute l'excellence qui va avec. Donc c'est un choix qu'ont fait d'autres écoles, mais pas toutes. Vous avez des écoles qui se sont localisées dans certaines régions et dont le diplôme est attaché à la ville dans laquelle elles sont. Je ne vais pas donner de nom, mais vous voyez très bien que dans certains cas, vous êtes diplômé de telle école Nantes, votre diplôme n'a pas la même valeur que la même école ou le même nom d'école à Lyon. Nous, on a fait un choix différent, ce qui suppose, du coup, de synchroniser très régulièrement, notamment les évaluations, puisque cette fameuse plateforme qui permet d'évaluer des centaines d'élèves simultanément dans l'exécution de leur projet, elle se fait au même moment, cette évaluation. Alors, on a vu plein d'innovations que vous avez introduites, pour certaines même il y a déjà très longtemps. Mais alors, l'école du futur, c'est quoi ? L'école du futur, c'est pareil, très difficile à esquisser, et en tout cas, il n'existe certainement pas un modèle unique.
sans revenir trop vers le bouquin, moi je me sens assez peu fondé à être futurologue, d'autant plus que c'est un métier que je considère comme étant périmé, ou en tout cas le produit de ce que délivre un futurologue est périmé au moment même où il est publié, surtout dans un domaine qui évolue aussi vite. En revanche, en tant qu'historien du sujet, on voit très bien la manière dont l'école s'est fragmentée et adaptée à des besoins, alors avec difficulté parce que, encore une fois, l'infrastructure administrative et l'infrastructure publique qui régule le fonctionnement de l'école a plus de mal à bouger, y compris pour des raisons de génération, que les écoles et les attentes des élèves eux-mêmes. Mais l'école du futur, c'est une école qui va trouver dans chaque domaine et pour chaque type de formation une espèce de dosage unique entre ce que vous pouvez faire à distance, mais encore une fois, vu à travers le prisme de ce que vous pouvez faire en asynchrone, c'est-à-dire que vous pouvez reprendre autant de fois que vous voulez. Donc, c'est une dimension très individualisée du parcours parce que les élèves n'ont pas tous les mêmes capacités. Donc, il y a ce dosage-là. Donc, ce que vous pouvez faire à distance, ce que vous pouvez faire de manière centralisée parce qu'il y a un certain nombre d'enseignements qu'il reste opportun de faire en présentiel avec un intervenant en face des élèves parce qu'il y a toute une partie de la pédagogie qui passe par la présence, qui passe par le regard, qui passe par l'interaction avec une salle. Enfin, quand on est sur toutes celles et tous ceux de tes auditeurs qui ont fait des conférences sur Zoom ou qui ont fait de la formation sur Teams à distance, voient très bien que ce dont ils sont totalement privés de bout en bout, c'est l'émotion. Or, l'émotion prend une part non négligeable dans la capacité de transmission et notamment dans la capacité que le pédagogue a d'inspirer ses étudiants pour les mettre en mouvement et pour les rendre durablement curieux et on crée pas la soif d'apprendre uniquement avec une vidéo. En tout cas, je pense qu'on la crée de manière beaucoup moins efficace et beaucoup moins profonde que quand on le fait en présence. Donc, dans certains cas, on maintiendra de la présence. Et puis, il y a le troisième volet, le troisième élément de dosage, le troisième ingrédient, qui est la faculté de faire travailler les étudiants ensemble sur des projets, mais qui pour moi n'est pas dissociable des deux précédentes. Tout est une question de dosage. Toutes les écoles dans lesquelles vous faites que du projet vont produire, entre guillemets, des étudiants qui sauront faire, mais qui n'auront pas nécessairement le recul suffisant sur ce qu'ils font. Est-ce qu'il n'y a pas une autre dimension aussi que permet la technologie, c'est de rompre les barrières de la distance, alors surtout à une période où c'est un peu compliqué de voyager. Il y a beaucoup d'étudiants qui naissent en France, il y en a beaucoup moins aujourd'hui. On pourrait envisager que la technologie justement permette de faire exploser les frontières, puis aussi peut-être aussi de faire intervenir des intervenants, des professeurs qui sont aussi répartis dans le monde entier, plutôt que d'être limités au cheptel qui est disponible juste en face de chez soi. Bien sûr, mais elle le fait déjà. Il y a des modèles d'école très intéressants qui émergent sur ce type de sujet et qui au passage peuvent s'affranchir du coup de régulation nationale ou territoriale. La grande difficulté dans ce cas-là sera de savoir quel type de diplôme elle délivre, quelle reconnaissance est accordée à ces diplômes et comment vont réagir les instances de régulation au fait que la valeur d'un diplôme puisse leur échapper. Mais ça, c'est une question qui est presque de nature politique. Oui, on voit émerger ça. On voit émerger des écoles qui permettent à des groupes multiculturels de se constituer autour de projets. La vraie question, c'est de savoir quelle est la valeur dans la durée, et je pense notamment à quelque chose d'important, c'est que, en tout cas d'important dans certaines écoles, certains élèves choisissent certaines formations ou certaines écoles, pas uniquement, mais notamment en raison de la puissance du réseau d'anciens du réseau d'anciens auquel ils vont accéder. Alors c'est très criant dans le cadre des très très grandes universités américaines de l'Ivy League. C'est tout à fait parlant aussi et tout à fait pertinent dans notre contexte à nous où on a un réseau de 8000 anciens qui sont répartis sur toute la planète.
et qui fonctionne en réseau, puisque c'est une école dans laquelle on fait des computer sciences, et que dans les computer sciences, il y a notamment la maîtrise des réseaux de télécom, sans lesquels tout ça n'existerait pas. Mais voilà, donc c'est trop tôt à mon avis pour juger de la force ou de la puissance d'un réseau qui s'est constitué, certes avec les outils formidables qu'on a aujourd'hui, qui sont les réseaux dits sociaux, mais dans lesquels la dose entre ce qui est incarné et ce qui est dématérialisé, à mon sens, on n'a pas assez de recul pour savoir quel est le bon réglage ou quel est le réglage de curseur qui répondra aux attentes des étudiants qui rejoignent ces écoles. C'est aussi que l'innovation, le temps de mise en œuvre de l'innovation sur le terrain est beaucoup plus long que l'arrivée des technologies elles-mêmes qui sont... Alors oui, et ça pour deux raisons, parce que ce qui est le plus lent, c'est pas la technologie, c'est la culture, c'est-à-dire la capacité d'absorber de manière culturelle ces innovations. Et puis il y a une deuxième chose que je découvre et qui est très particulière et qui est très propre à l'enseignement. D'abord, c'est qu'enseigner, ça prend du temps. Donc, enseigner tout un corpus de savoir-faire ou de compétences, c'est pas nécessairement compressible. Autant vous pouvez le déstructurer et le rendre asynchrone, on en a déjà parlé, autant il est illusoire de former un expert dans un domaine en 2 semaines. Ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Et du coup, ce qui est assez... Moi, encore une fois, ce que je découvre et que j'apprends depuis que je suis retourné à l'école, c'est qu'une école, ça fonctionne sur des cycles. Et chaque cycle, et quand je parle de cycle, c'est les cycles annuels. Et chaque année, vous avez une rentrée, chaque année, vous avez un moment d'intégration des étudiants qui rentrent, vous avez ensuite tout un déroulé de projets et de cours qui sont agencés pas du tout par hasard, parce que tant que vous n'avez pas les fondamentaux dans certains domaines, vous pouvez pas valablement réaliser vos projets et réciproquement, vous pouvez pas apprendre et découvrir telle notion théorique si vous n'avez pas mis les mains dans le cambouis digital avant. Et donc tout ça, ça vous conduit à un cycle annuel. Du coup, votre retour d'expérience, il ne peut se faire que sur un rythme annuel. Donc là, il faut quand même bien se dire que autant le digital va très vite sur le plan des outils, autant sur le plan de l'apprentissage et de la formation, il y a certains, c'est comme les cycles de la nature. Vous avez beau faire de l'agritech, des technologies, de la tech pour l'agriculture, jusqu'à preuve du contraire pour le moment. Alors sauf dans certaines cultures très particulières, mais qui sont pour moi pas l'essentiel de ce qui nourrit l'humanité. Vous avez des saisons, vous avez des moments où il y a des choses qui germent, vous avez des moments où il y a des choses qui poussent, vous avez des moments où il y a des choses qui se récoltent, et il y a des cycles sur lesquels, que vous ne pouvez pas compresser, en tout cas pas à l'échelle, pas à l'échelle massive dont on a besoin pour nourrir des milliards d'humains en 2050. Donc cet aspect culturel est très important. On en a parlé tout à l'heure. On a parlé des humanités du digital. Alors comment ça peut se traduire dans le futur? Qu'est-ce que vous allez mettre en place à l'EPITA sur ce sujet? Est-ce que vous allez demander aux élèves d'arrêter de fermer l'ordinateur, de fermer la tablette, de fermer le téléphone et puis de prendre un peu de recul, d'apprendre peut-être à regarder un vieil objet comme le livre? Alors, le premier élément de réponse, Yann, c'est que tout ça tous ces sujets d'acquisition de compétences non directement technologiques ou scientifiques, tout ce sujet-là, il est complètement cadré par l'ensemble des réglementations européennes et françaises qui définissent ce que c'est que la formation supérieure, ce que c'est que l'enseignement supérieur, ce qui constitue un diplôme. On peut pas aujourd'hui avoir un diplôme d'ingénieur si on n'a pas reçu un minimum d'enseignement en sciences humaines, sociales, et donc d'apprentissage de ce qu'on appelle en mauvais anglais à nouveau les soft skills. C'est-à-dire que c'est une chose de savoir développer du logiciel, de savoir coder, ça on pourra peut-être y revenir sur la différence que je fais entre le code et le logiciel, mais c'en est une autre d'être capable d'expliquer à un client ce qu'on a fait, c'en est une autre d'être capable de manager une équipe, parce que c'est bien d'être un très 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 bon développeur logiciel, mais si vous n'avez pas intégré au cours de votre formation une capacité à interagir avec les autres, et notamment à ceux qui sont moins doués que vous, parce que ça on s'en aperçoit pas forcément toujours, mais le monde du logiciel de l'extérieur, quand on le connaît pas, on est resté encore sur l'image des joyeux hippies de la Californie des années 70,
et tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'est pas complètement vrai. C'est un monde qui est ultra compétitif, qui est ultra darwinien, dans lequel vous êtes au bout de quelques semaines qualifié de génie ou de tocard, et qui est un monde sans pitié. Le problème d'un monde sans pitié, c'est quand vous devez faire coopérer des gens ensemble sur des projets complexes, parce que tout ne peut pas être fait à partir d'un seul développeur. Quand vous devez coopérer avec d'autres personnes, y compris des gens qui sont plus doués ou moins doués que vous, vous devez apprendre à gérer les interactions entre des humains qui sont nécessairement imparfaits. Et ça, c'est ces fameuses soft skills, c'est ces sciences qu'on qualifie de parfois molles, mais qui sont indispensables. Enfin, c'est toute la dimension du management. Ça, c'est déjà pris en compte dans les écoles. Moi, dans l'enseignement supérieur. Dans l'enseignement supérieur. Moi, ce dont je suis de plus en plus convaincu sur l'enseignement au lycée et puis sur l'enseignement supérieur en général, c'est que je crois, et c'est pas parce que j'ai écrit un bouquin là-dessus, mais je crois qu'il y a vraiment un besoin d'accentuer, ou en tout cas de mettre une petite dose d'une composante qui est souvent très, très, très absente dans ces enseignements-là, qui est celle de l'histoire. Pourquoi ? Parce que seule l'histoire vous donne du recul et vous permet, encore une fois, d'embrasser le contexte plus général dans lequel ont été faits les outils que vous utilisez, et vous permettre de vous projeter dans le... Enfin, Steve Jobs est quand même connu notamment pour avoir utilisé à plusieurs reprises cette formule connecting the dots. Il disait d'une part en termes de marketing que les clients savaient pas ce qu'ils voulaient, mais ce qu'il disait d'autre part, c'est que dans ce qu'il fallait proposer ce qu'il fallait proposer au client et à l'utilisateur, c'était des technologies, des services, des interfaces qui soient en cohérence ou en continuité, pas forcément lente, mais en continuité avec ce qui avait été connu auparavant. L'avènement du multitouch sur les écrans n'était pas pensable si on n'avait pas pris en compte auparavant toutes les tentatives d'interaction qui avaient été faites, notamment via les claviers. C'est la grande époque du BlackBerry pour ceux qui s'en souviennent. Ces différents moments de l'histoire des technologies s'enchaînent. Il y a un lien entre chaque étape. Et innover, c'est prolonger ce lien, parfois en lui faisant subir une inflexion radicale, mais le point précédent reste connecté. Je sais pas comment vous dire. Vous avez changé de trajectoire, mais c'est par rapport à quelque chose. Ouais, c'est finalement ignorer l'histoire, c'est être condamné à la répéter, selon une expression bien connue. Alors peut-être une dernière question pour conclure cet entretien sur l'éducation et son avenir. Tu parles dans le livre du métaverse. Alors c'est quoi ? Est-ce que c'est trop tôt aussi pour parler du métaverse dans l'éducation ? Qu'est-ce que tu penses est-ce que tu penses qu'un jour cette technologie, si tant est qu'on puisse décrire ça comme une technologie, devienne prépondérante dans le domaine de l'éducation et de la formation ? Alors ça c'est une question complexe parce que l'objet dont on parle est absolument pas stabilisé. Le métaverse, c'était un mot inventé par Neil Stephenson dans Snow Crash il y a de cela quelques dizaines d'années. C'est devenu un fantasme collectif cristallisé autour de quelques géants des technologies numériques. Ça suppose l'avènement d'outils dont on sait qu'ils sont en gestation, mais dont la fluidité d'usage n'est pas encore complètement là. Et il faut du temps pour faire ça. Enfin, il faut se souvenir qu'entre le moment où Facebook se renomme en Meta il y a quelques semaines et le moment antérieur dans lequel ils ont racheté Oculus pour commencer à travailler sur les casques de réalité virtuelle, il s'est écoulé plusieurs années. Et on s'est retrouvé comme d'habitude dans cette logique paradoxale qu'avait assez bien théorisé Bill Gates, consistant à se dire que tout allait arriver très vite et à être déçu très très rapidement parce que ça n'arrivait pas assez vite, et à perdre de vue le fait que dans une dizaine d'années, tout serait là beaucoup plus tôt. À ce stade, je pense qu'on est au stade du fantasme. On est en train d'explorer. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de sociétés qui explorent les possibilités, et donc on est dans cette phase de défrichage des possibilités. Le métaverse, c'est pas uniquement l'apparition de mondes de réalité virtuelle qui sont pas nouveaux d'ailleurs, parce que Second Life a été un succès et un échec il y a déjà une bonne décennie de cela. Donc il y a déjà eu des tentatives précédentes, voilà, donc il faut pas l'oublier, il y a déjà eu des tentatives précédentes, elles ont échoué probablement pour plusieurs raisons, dont une qui était que la technologie n'était pas suffisamment fluide et suffisamment immersive
pour le permettre. Mais le métaverse, c'est autre chose. Hein. C'est pas uniquement ça, c'est aussi la capacité d'effectuer des transactions dans ces univers parallèles, au moyen notamment de tout ce qui tourne autour des crypto-monnaies et de leurs dérivations que sont les NFT, mais pas uniquement. Et ça, c'est une révolution qui est radicale, qui elle aussi est en gestation depuis fin 2008, début 2009 avec Bitcoin. Et c'est une révolution qui est radicale parce que c'est la première fois qu'on vient poser sur une infrastructure qui est Internet quelque chose qui lui est totalement antagoniste. Je m'explique. Internet, si on résume, c'est une machine à copier de l'information à coût marginal nul. Or, dès que vous voulez faire des transactions, vous avez besoin, au contraire, de vous assurer de l'unicité de ce qui fait la transaction, que ce soit la contrepartie entre guillemets monétaire ou que ce soit l'objet qui est échangé dans la transaction. S'il n'est pas unique, vous avez un problème. Et donc, le métaverse prend aussi en considération cette dimension-là. Après, et là je reviens sur un plan anthropologique, je suis convaincu que le métaverse va permettre des choses extraordinaires dans un très grand nombre de domaines qui ne sont pas encore bien circonscrits ou bien identifiés. Il y a d'autres domaines dans lesquels le métaverse ne pourra pas se substituer à ce qui fait le caractère, encore une fois, incarné, physique de l'interaction sociale et de la présence. On verra, de la même manière que les réseaux sociaux ont permis de créer du lien à distance et surtout dans le temps, et ont permis de rendre des personnes familières les unes aux autres alors qu'elles ne s'étaient pas vues très souvent, et de maintenir ce lien et de maintenir une qualité de lien objective. De la même manière, l'interaction que vous avez entre deux personnes qui se sont vues et qui se voient, même si c'est de manière intermittente, qui se voient régulièrement, la qualité de présence est évidemment pas la même. Et encore une fois, dans le monde de l'éducation, la qualité de présence des étudiants les uns aux autres et les échanges entre les étudiants et leurs assistants, typiquement, je vois pas... On fera des explorations et je suis sûr que des étudiants nous proposeront de faire des simulations de piscine dans le métaverse. Ce serait assez rigolo à imaginer. Je suis pas certain que la piscine se substituera complètement dans sa version virtuelle à ce dont les étudiants font l'expérience, parce que précisément une piscine à l'EPITA à la rentrée, c'est un moment extrêmement intense dans lequel tous les étudiants sont au même endroit devant des machines identiques. Dans certaines salles, il y a une salle qui s'appelle la salle Cisco, dans laquelle la convention, c'est qu'on peut travailler en écoutant de la musique, alors que dans les autres, il n'y en a pas. Et on voit très bien comment les affinités se créent entre étudiants. Le fait qu'ils se côtoient, qu'ils soient côte à côte en train d'affronter leurs projets sur des plages horaires étendues, qu'ils aillent tester leurs limites, y compris leurs limites physiques, c'est-à-dire leur résistance à la fatigue. Et sachant qu'encore une fois, là, je vais simplement... battre en brèche une idée reçue. Le but de la piscine dans son intensité n'est absolument pas d'épuiser les étudiants, c'est de leur apprendre à atteindre leurs limites physiques. Petit 1, petit 2, de découvrir qu'ils ne sont pas tous égaux face à la fatigue. Certains ont besoin de 2 heures de sommeil par nuit, d'autres ont besoin de 8 heures de sommeil par nuit. L'important, c'est d'avoir identifié votre limite et d'apprendre à la gérer. Tout ça, vous ne le faites pas avec une qualité et une proximité identiques si vous n'êtes pas colocalisé pendant une période de temps très intense dans la même salle. Ok. Bon, on verra bien si ce fameux métaverse nous apporte des innovations dans ce domaine, ou si finalement on en reste un peu au mode hybride qu'on connaît aujourd'hui. Merci Philippe. Je rappelle le titre de ton ouvrage, de Mémoire vive, une histoire de l'aventure numérique au point de bascule, avec une préface de Cédric Villani. Merci à toi. Bonne journée. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.